de la question. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi c'est comme ça ? Comment on fait ? Qu'est-ce que ça va changer ? Sophie Joubert. Bonjour à tous et bienvenue. Le 11 mars 1878, une foule de spectateurs se presse dans l'amphithéâtre de l'Académie des sciences. Tout le monde a les yeux braqués sur l'invention de Thomas Edison, le phonographe. Les sceptiques croient à une supercherie de ventriloque, pourtant l'appareil permet réellement d'enregistrer et de réécouter la voix humaine. Elle fait littéralement entendre des voix. Inventeur génial, dépositaire de plus de 1000 brevets dont la lampe à incandescence, la pile alcaline et la chaise électrique, Thomas Edison était aussi un passionné de spiritisme. Comment à la fin de sa vie a-t-il tenté de mettre au point une machine pour communiquer avec les morts ? Quel est le lien entre ses recherches sur l'au-delà et ses autres inventions ? Pourquoi ses travaux sur l'occultisme étaient-ils tombés dans l'oubli ? Autour de la question « Pourquoi la machine nécrophonique ?» de Thomas Edison, cette émission est une rediffusion et la réalisation est signée Cécile Bonissi. Bonjour Philippe Baudouin. Bonjour. Alors vous êtes chargé de réalisation à France Culture, diplômé d'un master de philosophie, auteur d'un ouvrage sur Walter Benjamin et la création radiophonique. Et pour le sujet qui nous occupe, vous avez préfacé et dirigé la réédition du texte Le Royaume de l'au-delà de Thomas Edison, paru en mars dernier chez Jérôme Millon. Et vous avez aussi réalisé pour France Culture un documentaire intitulé Les langues de l'éther. On en entendra un extrait tout à l'heure. Comment avez-vous accès à ce texte qui est en fait la 8e et dernière partie de l'autobiographie d'Edison? Un texte qui est très très peu connu, enfin qu'il était jusqu'à ce qu'il soit republié en France. Un texte très étrange, à vrai dire, sur lequel je suis tombé un peu par hasard, sur les étagères d'un bouquiniste, à côté de la maison de la radio d'ailleurs. Et ce texte, c'est les mémoires et observations de Thomas Edison, paru en anglais en 1948, et par chance pour nous... Donc après la mort d'Edison. Exactement, 17 ans après la mort d'Edison, puisqu'il est mort en 1931, il faut le rappeler, né en 1847, décédé en 1931, et en 1948, son éditeur publie ses mémoires et observations, et on trouve comme ultime chapitre Le Royaume de l'au-delà, qui est un petit peu ce qu'on pourrait appeler un manifeste techno-spirit. On verra peut-être par la suite pour quelles raisons. Et par chance, Flammarion, à l'époque, l'éditeur, avait eu la bonne idée de l'éditer, de le faire traduire à quelques exemplaires, de manière assez confidentielle, 60 exemplaires pour être précis. Et c'est par ce biais-là que j'ai pu découvrir l'existence de ce texte assez fabuleux. Mais côté américain, ça veut dire que les héritiers d'Edison avaient un peu caché l'existence de ce texte ? Ils l'ont caché par la suite. La première édition des mémoires et observations de Thomas Edison comportait le 8e et dernier chapitre, Le Royaume de l'au-delà, mais sans aucune raison apparente, ce chapitre en a été amputé par la suite. Mais heureusement, le traducteur français, Max Roth, qui a traduit ce texte, dont on reprend la traduction, avait eu accès à ce fameux Royaume de l'au-delà et l'avait proposé au lecteur français. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose d'écouter la voix de Thomas Edison et une publicité pour son fameux phonographe. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. I am the Edison phonograph, created by the great wizard of the New World to delight those who would have melody or be amused. I can sing you tender songs of love. Un mot sur cette archive, Philippe Baudouin ? Oui, on a entendu ce petit extrait d'une comptine qui est l'une des premières phrases prononcées par Edison, l'inventeur de son propre appareil, le phonographe. Donc, qu'il a quand même utilisé l'idée à un Français, Charles Cros, voilà, qui l'avait conceptualisé. Mais qui n'était pas allé jusqu'au bout dans la fabrication. Voilà, pour des raisons de temps, mais aussi de stratégie, d'accès à un réseau. Finalement, y compris au 19e siècle, il fallait savoir être un homme de réseau. Et je crois que c'était le cas de cette figure mythique du progrès, Thomas Edison, qui lui avait accès assez aisément à tout un cercle de stratèges. Et Charles Cros, qui était poète, en son temps, n'avait pas toutes ces facilités-là. Donc, Edison était un inventeur, mais c'était aussi un grand commerçant. Un grand commerçant, un grand industriel, quelqu'un pour qui chaque invention devait absolument avoir un débouché pratique. Donc je le dis assez régulièrement, Edison c'est l'homme aux 1000 brevets, 1093 brevets sur le seul territoire américain. Donc plus de 1100 brevets à l'échelle mondiale. Et effectivement, c'était ce qu'on a entendu. Marie avait un petit agneau. Donc cette phrase-là est un extrait d'une comptine que lui s'était amusé à enregistrer avec son propre phonographe.
la France. Alors on va s'intéresser, Philippe Baudouin, aux autres inventions de Thomas Edison, mais je voudrais qu'on revienne sur cette fameuse séance devant l'Académie des sciences. Pourquoi les savants de l'époque ne l'ont pas cru? Pourquoi c'était aussi extraordinaire cette invention, le phonographe? Parce qu'il y a une culture classique héritée de l'Antiquité grecque, chez tous ces grands savants, ces physiciens, chez ces chimistes, ces écrivains, etc. Camille Flammarion fait partie de ces gens-là qui sont venus en masse assister à la première grande démonstration publique en France du phonographe d'Edison, et on n'est pas véritablement prêt à entendre par le biais d'une machine la reproduction du son et de la voix humaine. Parce que, si on remonte à l'Antiquité, Aristote le disait assez bien, la voix n'appartient qu'aux êtres animés, c'est-à-dire aux êtres dotés quelque part d'une âme, en fait, anima. Et cette culture classique a perduré, a façonné la culture de ces académiciens, et c'était pour la plupart d'entre eux quelque chose de proprement magique. C'était un tour de ventriloquie, pour certains une fumisterie. Édouard Branly parlera de fumisterie. Pourtant il faisait tourner les tables, Édouard Branly. En tout cas, il s'est intéressé à ces phénomènes-là, mais avec beaucoup de scepticisme, beaucoup de recul critique, oui. Alors vous le disiez, Philippe Baudouin, Thomas Edison est l'auteur de 1093 brevets, ce qui est absolument énorme. Parmi ses nombreuses inventions, on peut s'intéresser à celle de l'ampoule électrique, la lampe à incandescence. Écoutez un extrait d'un film de Clarence Brown, Edison the Man, sorti en 1940 avec Spencer Tracy. Filament recourbé, fait d'un fil à coudre de coton, imprégné de carbone et scellé dans le vide. Très bien, maintenant nous allons faire l'essai. J'ai presque peur de mettre le contact. Allons-y. On dirait que celle-là a envie de durer. Quel jour sommes-nous? C'est le 21 octobre. Il télégraphie aux journaux. Il va éclairer la ville de New York. Vous êtes prêts, les gars? Oui, on y va. Thomas Edison a créé une usine d'ampoules électriques, je crois en 1887, Philippe Baudouin. Alors, ses recherches sur l'électricité sont absolument fondamentales, vous le dites dans ce texte, Machine nécrophonique, notamment pour comprendre ses relations avec la mort. Pour quelle raison? Oui, parce qu'il y a une puissance, en fait, de ce phénomène physique qu'on est en train de domestiquer au 19e siècle, et il y a tout un halo, une auréole magique, surnaturelle, vraiment, qu'on prête à l'électricité, parce que si l'on est en mesure, au 19e siècle, de la domestiquer, il y a toute une part sauvage, en fait, toute une part surnaturelle de ce phénomène-là, qui va peut-être être mise à profit pourquoi pas communiquer par exemple avec les morts ou comprendre ce qu'on qualifiait alors de phénomènes occultes. Et sur cette question-là, Edison vraiment s'est emparé en tant qu'inventeur, en tant qu'homme d'affaires aussi industriel. C'était bien plus un inventeur qu'un savant, qu'un scientifique. C'est un autodidacte. Oui. Il faut absolument le rappeler. C'est un débrouillard, vraiment. C'est quelqu'un qui s'est passionné pour la science, pour l'histoire des sciences, à travers la lecture. Il disait lorsqu'il était jeune qu'il avait lu l'intégralité de la bibliothèque de son école, quand même. En commençant par le début et en finissant par la fin. Exactement. Et ce pouvoir de l'électricité, il repose notamment sur quelque chose d'assez ambigu, qui est celui de l'invisibilité. L'invisibilité, à l'époque, il faut rappeler une chose, c'est que le 19e siècle, c'est le siècle de l'électricité, mais c'est également le siècle du spiritisme. C'est à partir de 1848, c'est l'année de naissance du spiritisme populaire, qui naît aux États-Unis, dans une petite bourgade, Hydesville, dans l'État de New York, avec des sœurs Fox qui se mettent à communiquer avec les esprits. En réalité, c'était une supercherie, on l'apprendra par la suite. Voilà, l'avouerons bien plus tard, mais ça reste toujours, y compris pour les historiens du spiritisme aujourd'hui, l'acte de naissance du spiritisme populaire. Eh bien, ce spiritisme va être renouvelé d'une certaine manière, et notamment par Thomas Edison, par le biais de la domestication de l'électricité. Mais alors, justement, concernant cette domestication de l'électricité, vous dites dans votre texte que il a fait des expériences absolument macabres, notamment sur les animaux. Il a mis en scène l'électrocution d'une éléphante qui s'appelait Topsy. Tout ça pour montrer que le courant alternatif était néfaste. Lui était partisan du courant continu. Oui, c'est ça. En fait, Edison était ingénieur, mais un ingénieur qui avait une véritable fascination morbide pour la question du seuil de l'existence humaine. Et à partir du moment où effectivement il s'est engagé dans cette guerre des courants, notamment contre Nikola Tesla et George Westinghouse, qui représentaient le courant alternatif, il voulait à tout
pris remporter cette victoire, coûte que coûte, y compris en mettant en scène des électrocutions publiques d'animaux. Et Edison est, il faut le savoir, le premier réalisateur d'un snuff movie. C'est la première fois dans l'histoire du cinéma où on va filmer la mise à mort d'un être vivant. Voilà, et il est aussi l'inventeur de la chaise électrique. Oui, parce qu'en 1890, on lui propose de défier, une fois de plus, les lois de la physique, ou en tout cas de domestiquer encore une fois l'électricité pour quelque chose d'assez particulier, qu'il a mis au point de la première chaise électrique de l'État de New York. Il va faire quand même, l'homme est quand même un fin stratège, va faire appel à l'un de ses employés pour éviter que son nom soit trop mis en avant, et il va travailler avec un certain Harold Brown, à qui il va confier cette douloureuse tâche. Et le spectacle est vraiment digne du Grand Guignol, c'est un véritable bain de sang. Il faut de très longues minutes pour que le décès du condamné à mort William Kemmler soit constaté, mais toujours avec cet intérêt, cet acharnement véritablement de Thomas Edison à prouver la force, la puissance de sa démarche industrielle. Alors on va continuer de parler du contexte historique et technique dans lequel se situe Edison et des autres inventions en matière de communication. On fait une pause avec Colva, le vieux phonographe sur RFI. C'était un vieux phono. Je crois qu'il demeurait dans une armoire. Hélas, c'était toute une histoire quand on l'en sortait quelquefois. On le remontait bien sans doute, mais comme son cœur obscurci radotait un peu sur la route, ça donnait à peu près ceci. Un vieux château de Provence, une amante disait en pleurs: oh mon amant, j'ai confiance dans la loyauté de ton cœur. Il répondait: tu peux ma chère croire en mon cœur mystérieux. Ah, mon amour est un volontaire. Je suis foutu, c'est de tes yeux. J'aime les yeux brouillés de larmes. Sous les pleurs, ils sont encore beaux. Ils ont des paupières de charme. Ah, viens là-bas, viens. Yolande, viens là-bas, mon ange. Viens par ton carton mariné, ah là. Et dans ce soir étrange, tu as des pouvoirs enchantés. Tu connaîtras la solitude dans les boyaux, en tremblant. Car j'ai la galante habitude de dormir sous un pommier blanc. Viens, tu n'es dans cette air grisée qu'une pure et charmante amie. Viens mélanger dans un baiser l'amour et la peau, l'amour et la poésie. Assez de ce vieux conte. Laissons Yolande et son amour. C'est en vain que l'on te remonte, vieux phono. Ton souffle est trop court. Assez de toute cette histoire. Va rejoindre les dominos qui dorment aussi dans l'armoire. Bonsoir pour toujours, vieux phono.
Bonsoir pour toujours. Colval, le vieux phonographe, c'est une chanson créée en 1933. Les paroles sont de Rosemonde Gérard. C'est vous qui nous avez apporté cette chanson, Philippe Baudouin, chanson qui se moque de la machine qui se grippe au fond. Hein. Oui, il y a quelque chose d'assez touchant et que j'aime beaucoup dans cette pépite qui est assez méconnue, avec cette idée finalement d'une rayure assumée sur l'enregistrement et en même temps ce qui nous touche dans la voix, dans son grain, dans sa répétition, effectivement le grain de la voix dont parlait Roland Barthes notamment. Alors je voudrais qu'on s'intéresse aux autres ingénieurs et inventeurs de l'époque d'Edison qui sont aussi intéressés aux télécommunications. Écoutez, Édouard Belin, inventeur du bellinographe, l'ancêtre du télécopieur, il parle de Branly et de Marconi, c'était en 1949. Je me souviens très bien de l'impression produite sur le monde lorsque fut réalisé en mars 99, si ma mémoire est bien fidèle, la fameuse expérience d'Angleterre en France. Marconi était sur la côte anglaise et, ayant eu l'idée d'appliquer à la transmission des signaux constituant des messages les travaux auxquels avait puissamment contribué le docteur Branly, a adressé à ce dernier un premier radiotélégramme dont le texte était « Monsieur Marconi envoie à Monsieur Branly ses respectueux compliments pour la télégraphie sans fil à travers la Manche. Ce beau résultat étant dû en partie aux remarquables travaux de Monsieur Branly. » Le poste de réception était installé sur la côte française à Wimereux. L'effet produit sur le public était celui qu'il devait être. L'humanité faisait une conquête de plus. Elle découvrait un secret de la nature. Et vous savez tous quel a été le chemin parcouru depuis cette époque par la télégraphie sans fil. La notion de conquête est absolument capitale à cette époque-là. Qu'est-ce qui relie entre eux à l'époque tous ces ingénieurs, qu'ils soient européens et américains? Est-ce qu'ils se parlent de leurs inventions respectives? Alors, la télégraphie sans fil, l'ancêtre de la radio, est une invention collective et internationale. Il y a Branly côté français, Marconi côté italien, et puis Lodge par exemple côté britannique, et d'autres. Edison, à sa manière, a participé à l'élaboration de la communication à distance par le biais de la télégraphie sans fil. Ce qui les lie, je pense, avant tout, de manière un peu inattendue, c'est une fascination pour l'invisible, une fascination pour la communication à distance, et un point qui est rarement avancé, un fait historique véritablement, c'est que tous ces hommes-là, soit ont pratiqué le spiritisme, donc ont voulu se confronter en ancrant leur démarche dans une croyance, ont voulu se confronter à ces phénomènes d'apparition, par exemple, ou à la question de la télépathie, notamment, donc tout ce qu'on appelait les phénomènes psychiques, ou en tout cas en tant que scientifique. C'est le cas d'Oliver Lodge qui joue un peu sur les deux tableaux, qui est à la fois spirit mais également scientifique, par le biais des armes de la science, des instruments, différents instruments de mesure disponibles pour ces hommes-là dans leur laboratoire, essayer de réfléchir de manière objective, scientifique, rationnelle sur la possibilité d'étudier, de découper, de mesurer les esprits. En fait. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui, Philippe Baudouin. On va en reparler dans la deuxième partie de cette émission, mais dans cette époque de foi en le progrès et en la science, comment ces hommes-là pouvaient à la fois être des spirites convaincus? Parce que il y a au tournant du XXe siècle une porosité incroyable entre la science et la croyance, véritablement. Ne serait-ce que parce que l'invisible, qui est d'une certaine manière mis sur le devant de la scène par la domestication de l'électricité, l'invisible est tenu d'être rationalisé d'une certaine manière. On le domestique, mais on essaie de le comprendre pour améliorer justement précisément cette domestication. Mais il y a aussi cette phrase que j'aime beaucoup chez Walter Benjamin qui dit, le philosophe allemand, qui rappelle à juste titre que le revers de toute invention technique se trouve précisément dans l'occulte, dans le spiritisme, dans toute cette croyance dans d'autres mondes, et notamment dans le monde de l'au-delà. Alors on va s'intéresser de plus près au royaume de l'au-delà de Thomas Edison qui reparaît chez Jérôme Millon avec un texte de vous intitulé Machine nécrophonique. Philippe Baudouin, vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes juste après les informations sur RFI.
question. Sophie Joubert. Autour de la question pourquoi la machine nécrophonique de Thomas Edison avec Philippe Baudouin, chargé de réalisation à France Culture et auteur de l'essai Machine nécrophonique qui accompagne la publication du Royaume de l'au-delà de Thomas Edison, paru en mars dernier chez Jérôme Millon éditeur. Alors on va tout de suite écouter précisément un extrait de ce texte lu par le comédien Pierre Attet que vous aviez enregistré, Philippe Baudouin, pour votre documentaire Les langues de l'éther, diffusé sur France Culture en 2014. New York, octobre 1920. Interviewé par B.C. Forbes pour The American Magazine, Thomas Edison profite de l'occasion qui lui est donnée pour rendre publiques les recherches qu'il mène sur une machine qui permettrait de communiquer avec les morts. Voici ce qu'il déclare aux journalistes. Je voudrais fournir aux chercheurs spirites un appareil qui leur permettrait de travailler d'une manière strictement scientifique. Cet appareil est basé sur le principe de la valve. Tout comme un microphone amplifie plusieurs fois le volume et la portée de la voix humaine, ma valve amplifie énormément toute force ou énergie, aussi minime qu'elle soit, par laquelle un esprit pourrait se manifester. Je travaille déjà depuis un certain temps à la mise au point des détails. D'ailleurs, un de mes assistants dans cette tâche vient de mourir. Comme il connaissait exactement le but que je poursuis, je suppose qu'il sera le premier à se servir de mon appareil. À condition, bien entendu, qu'il soit en mesure de le faire. Voilà, un extrait du Royaume de l'au-delà, lu magistralement par le comédien Pierre Attet. Philippe Baudouin, vous me disiez qu'il était entre autres la voix française du doc Christopher Lloyd dans Retour vers le futur. C'est bien lui. Voilà, très très bon choix. Alors concrètement, comment Edison invente cette machine et comment elle fonctionne, ou en tout cas comment elle aurait dû fonctionner, puisqu'en fait on n'en a jamais retrouvé de traces physiques? Non, aucune trace, aucun prototype. Quelques témoignages peu sérieux, à vrai dire, publiés plusieurs dizaines d'années après la mort d'Edison. Bien après 1931, dans les années 50, quelques témoignages comme ça ont surgi dans la presse sensationnaliste. Mais ce qui a vraiment de fascinant chez lui, c'est ce texte, Le Royaume de l'au-delà. C'est une note d'intention assez incroyable où il se propose ni plus ni moins de venir en aide aux spirites. Spirites pour lesquels il entretient une relation assez compliquée. Edison a été éduqué dans une famille de spirites, en tout cas une famille dont les parents pratiquaient régulièrement à l'occasion de différentes réunions quelques séances de spiritisme. Donc sa sensibilité y a été finalement assez formée, d'une certaine manière, mais cette machine, il se propose en 1920 de la concevoir, 10 ans après la mort de William James, le philosophe William James, qui lui-même avait fondé au début des années 1880, une société de recherche psychique aux États-Unis, donc une société de savants, une communauté de scientifiques, de physiciens, de chimistes, etc., dont l'objectif était de répondre scientifiquement à ces questions d'apparition, précisément, de communication avec l'au-delà, etc. Et cette mort, en 1910, de William James, on racontait dans la presse que le fantôme de William James se manifestait aux quatre coins du monde. Et on avait demandé la réaction à Edison. Et je pense qu'il y a eu un déclic à ce moment-là. Et je pense qu'en 1920, lorsqu'il s'est proposé au lendemain finalement de la Première Guerre mondiale, de répondre, mais de répondre aussi commercialement, et une manière très cynique de répondre à tout cela. La mort est un marché pour Thomas Edison. Il se propose de concevoir une machine qui serait capable d'avoir un véritable débouché commercial, pratique, véritablement, et financier, du coup, pour communiquer, ou du moins enregistrer, il parle d'une valve, pour enregistrer la voix des morts. Mais il la dessine, cette machine ? Alors, il existerait quelques croquis qui ont surgi à nouveau, je vous en parlais tout à l'heure, dans la presse, principalement dans les années 30, quelques années après la mort de Thomas Edison, mais en tout cas de manière authentifiée véritablement dans les archives Thomas Edison, qui sont aujourd'hui conservées bien évidemment aux États-Unis. On trouve uniquement un texte et toute une série d'articles publiés dans la presse généraliste, mais également scientifique, c'est ça qui est assez troublant pour l'époque, avec un dispositif de manière
assez rudimentaire, présenté très sommairement, où il est question d'une valve qui va venir, un peu comme le phonographe, amplifier des phénomènes inaudibles. C'est un peu la phase B du phonographe, la face sombre du phonographe. Je dirais même plus, je dirais que c'est un phonographe spirit, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre du céleste, du spirit, de l'occulte, en fait, emprunté à ce folklore, parce que Thomas Edison considère que les tables tournantes, que les planches à esprit, que le Ouija ne sont ni plus ni moins que des joujoux. C'est le terme qu'il emploie dans son texte. Et lui, il veut absolument, de manière scientifique, tenter de répondre à cela avec ce que j'ai appelé, parce que c'est une machine qui n'a jamais été baptisée par Edison, ce que j'ai appelé le nécrophone. Voilà. Et parmi les personnes qui l'ont influencé, vous citez notamment les recherches de William Crookes, physicien mais aussi président de la Société de recherche psychologique de Londres. Et puis, dans les parages, il y a aussi un écrivain en la personne d'Edgar Poe. Oui, Edgar Poe qui a notamment écrit sur la question du magnétisme, parce que ni plus ni moins le spiritisme est un certain écho fait à ce qu'on a appelé le magnétisme animal à partir du XVIIIe siècle. C'est ce qu'on appelle le mesmérisme. Le mesmérisme, le magnétisme animal, cette pratique justement mise au point par un médecin, Franz Anton Mesmer, avec cette question de l'hypnose et puis une question de fluide aussi. Et on retrouve ce fluide dans le spiritisme, un fluide invisible, encore une fois, un fluide en partie électrique, éthéré, on emploie le terme d'éther à l'époque pour parler justement de cette substance qui porterait les ondes, qui porterait également la voix des morts. Il y a toute une série de spéculations occultes à cet égard. Et William Crookes fait partie effectivement des personnes avec qui Thomas Edison a entretenu une correspondance assez importante. Crookes qui a lui-même expérimenté avec différents médiums de l'époque en tant que scientifique, c'est-à-dire en tentant dans un laboratoire de réfléchir par exemple sur la question de la télépathie, sur la question de la psychokinésie, c'est-à-dire la prétendue action de l'esprit sur la matière. Edison, lui, également, c'est justement ce qu'il raconte dans des articles qu'on a proposés en annexe de l'ouvrage. Il a lui-même travaillé avec un mentaliste en son temps pour mettre au point la pile alcaline. Il lui manquait un élément, c'était l'hydroxyde de nickel. Et ce qu'il raconte de manière extrêmement amusante, c'est qu'il a tenté une expérience avec ce mentaliste en lui demandant, en lui posant une ultime question, en cachant cette question dans un billet. Voilà. Et Bert Rees a répondu sans même que le billet soit déposé sur une table. Il était resté dans la poche d'Edison. L'élément qu'il vous manque pour mettre au point la pile alcaline, c'est l'hydroxyde de nickel. Mais ce mentaliste finira quand même par être arrêté. Alors, on parlait tout à l'heure de la rupture épistémologique qu'a constitué l'invention du phonographe et de toutes ces techniques qui l'ont accompagné. Je voudrais vous faire écouter le philosophe Gaston Bachelard en 1949. Il parle de la radio et de la puissance de la transmission que la parole confère à l'homme. La radio, c'est la réalisation intégrale et complète de la psyché humaine. Mais il faut lui donner ses 24 heures de développement. Il faut montrer que la radio ne dort pas. La radio, quand elle dort en face, elle est déjà éveillée ailleurs. Par conséquent, il faut que nous comprenions que nous sommes ici devant une puissance cosmique extraordinaire, que la parole est dans l'atmosphère, que jamais on ne pouvait concevoir une espèce d'ubiquité des sons, des paroles et des significations des poèmes et de la musique. Et il y a une universalité à laquelle nous n'avons pas réfléchi. Et je crois que si j'avais eu davantage de temps, je vous aurais parlé vraiment de la valorisation scientifique. Je vous aurais montré que la radio, c'est précisément un thème de volonté de puissance extraordinaire. Si Nietzsche l'avait connu, qu'est-ce qu'il nous aurait dit? Il y a une vie instantanée de la parole humaine dont nous ne comprenons pas l'importance. On dit souvent que c'est plus important que l'imprimerie. C'est beaucoup différent. L'homme qui parle domine de beaucoup l'homme qui écrit. L'homme qui parle domine de beaucoup l'homme qui écrit. Réaction à cette archive, Philippe Baudouin? Oui, il y a cette idée dans cette conférence radiophonique de Bachelard de 1948, mais si mes souvenirs sont bons, qui a donné lieu d'ailleurs à un texte Radio et Rêverie. Il y a cette idée que la radio et la télégraphie sans fil déploient un monde de voix sans visage, en fait. Et c'est une véritable puissance qui est donnée à l'homme par, encore une fois, la domestication de l'électricité. Et je crois que le phonographe déploie, lui également, à sa manière, tout un monde conçu à partir d'une écoute aveugle, cette cécité. Il y a l'éloge de l'électricité, mais aussi de la cécité, qui justement
que permet la mise au point d'une machine pour enregistrer la voix, la rendre immortelle. Ça, c'est le mot d'Edison. Le phonographe rendra la voix immortelle, mais aussi la radio, à partir de l'enregistrement sonore, va permettre à la voix radiophonique de se voir confier le don d'ubiquité, de se disperser aux quatre coins du monde, encore une fois, par l'électromagnétisme. Alors, ce texte d'Edison, Le Royaume de l'au-delà, est étrange à plus d'un titre. Philippe Baudouin, il est étrange parce qu'en effet, Edison parle de cette machine nécrophonique qu'il ne nomme pas, c'est vous qui avez trouvé ce titre-là, mais aussi pour tout son soubassement philosophique ou pseudo-philosophique. Edison parle d'unité de vie, il parle de petits bonshommes qui seraient à l'intérieur de nous. Enfin, on a l'impression d'être chez les extraterrestres. C'est assez déroutant parce que le discours qu'il tient se fonde sur toute une série d'avancées scientifiques de son temps, toute une série de recherches philosophiques, littéraires, poétiques. Il y a une véritable poésie, je trouve, chez Edison, teintée justement de légèreté, également de mauvaise foi, parfois de cynisme. Et il y a cette idée que une fois la mort survenue, une fois le décès constaté, il y aurait une possibilité pour notre âme qui est fondamentalement matérielle, et j'insiste bien chez Edison, une possibilité pour l'âme de se disperser dans l'éther sous la forme d'unité de vie. Voilà. Et il y a, du coup, on peut le comprendre assez aisément, une théorie de la réincarnation chez Edison, parce que la personnalité humaine survit à la mort, mais si elle survit à la mort, elle va se disperser sous la forme de petits électrons métaphysiques, ce qui correspond plus ou moins aux monades de Leibniz, voilà. Revisité par Edison, avec tout son background scientifique, industriel, commercial, etc. Mais quand même, il y a cette idée de petits résidus de mémoire dispersés dans l'éther, dans ce qu'on appelle encore l'éther, avec cette tentative qu'on pourrait, par le biais de la machine, d'une machine qui viendrait capter et du coup amplifier ces voix qui deviendraient audibles, des souvenirs de défunts. Mais ce qui est compliqué, c'est que ces petites unités de vie, il les imagine forcément hiérarchisées. Forcément hiérarchisées. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y avait cette amitié avec Henry Ford, le grand industriel américain, avec cette division du travail qu'on retrouve de manière organique, biologique et peut-être aussi métaphysique. C'est une métaphysique de l'enregistrement sonore, ce que propose Thomas Edison, avec cette idée que, y compris dans notre propre corps, y compris dans notre propre constitution psychique, il y aurait des unités de vie maîtresses et des unités de vie ouvrières qui viendraient commander les unes aux autres différentes actions, différentes perceptions possibles. Et c'est politiquement hiérarchisé, mais c'est aussi racialisé. Racialisé. Et c'est ça qui est assez dérangeant. Thomas Edison est un WASP, c'est un White Anglo-Saxon Protestant, avec toute l'idéologie qu'on peut imaginer derrière, c'est-à-dire cette culture des pionniers blancs et protestants qui va être comme ça imposée. Et cette fois le capitalisme. Voilà, avec une forme de capitalisme, ce qui est paradoxal, autoritaire, parce qu'il y a cette division du corps économique, mais également une division du corps organique, et peut-être du corps éthéré ou du corps métaphysique chez lui. Alors Thomas Edison n'est pas le seul à avoir mené ce type de recherche, il a surtout ouvert la voie à beaucoup d'autres. On en parle juste après Thou Shalt Not, The Haunted Phonograph, que vous nous avez aussi apporté, Philippe Baudouin, le phonographe hanté en français, situé sur RFI. I curse the day I bought that phonograph for you, my dear. For there are times I swear that it's alive. I chase at night the whispering from the music room so clear, but I'm mocked with silent scorn